Cette audition, je vous remercie d'être là ce matin parce que voilà, la nuit a été courte. Donc merci de votre présence nombreuse hier pour les débats et merci d'être là ce matin. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Philippe Baptiste, président du Centre national d'études spatiales, le CNES, que nous avons reçu il y a un peu plus d'un an au sein de notre commission, ainsi qu'en septembre dernier dans le cadre de la conférence européenne interparlementaire de l'espace, que j'ai l'honneur de présider avec mes collègues Jean-François Rapin, Claude Rénal et Gisèle Jourda. Évidemment, Pierre Tréfouré accompagne le président. Tout le monde connaît Pierre Tréfouré, donc voilà, je veux simplement le saluer amicalement. Monsieur le Président, depuis votre dernière venue au Sénat, a eu lieu une rencontre importante pour l'avenir de la politique spatiale européenne. Lors de la dernière conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne, qui s'est tenue en novembre dernier, les ministres de l'État membre de l'ESA ont augmenté le budget de l'agence de 17%, le portant à environ 17 milliards d'euros, même si l'ambition initiale était plutôt aux alentours de 18 milliards et demi. Bon, c'est une avancée notable, mais nous remarquons que la France, malgré une hausse de sa contribution de 600 millions d'euros, demeure le second souscripteur au budget de l'ESA, avec une souscription de 3,2 milliards d'euros contre 3,5 milliards pour nos amis allemands. Au-delà de la seule question budgétaire, à mettre en perspective avec les autres investissements nationaux de la France en faveur de notre politique spatiale, ce sont surtout les questions de l'influence française et de la défense des intérêts français qui se posent. Monsieur le Président, les conclusions de la dernière conférence ministérielle de l'ESA sont-elles aujourd'hui favorables à la France, favorables à ses intérêts ? Sont-ils offensifs, défensifs dans le domaine spatial? Les priorités françaises trouvent-elles toute satisfaction dans la nouvelle feuille de route européenne dont s'est dotée l'ESA jusqu'en 2025? Les défis à relever sont nombreux et en priorité celui de garantir dans la durée un accès souverain et durable à l'espace. C'est un de nos combats ici au Sénat. Vous le savez, la question des lanceurs nous préoccupe. Nous espérons ainsi que le vol inaugural d'Ariane 6 aura lieu prochainement afin de pouvoir répondre le plus rapidement possible aux besoins commerciaux et institutionnels de l'Europe, en particulier pour la mise en orbite de la constellation européenne de connectivité sécurisée, la constellation IRIS. Monsieur le Président, êtes-vous aujourd'hui confiant quant à la capacité de l'Europe à garantir la fluidité et la cadence de ces lancements dans la durée? Il faudra également assurer le retour en vol de Vega C et créer les conditions d'une véritable compétition européenne stimulante pour l'innovation industrielle, en particulier pour les gammes des micro et des mini-lanceurs. Sur ce point, la Commission des affaires économiques se montre attentive au développement du New Space. Il s'agissait, Monsieur le Président, de l'une des priorités fixées lors de votre arrivée à la présidence du CNES, en plein milieu du Covid, je me souviens. En France, nous avons de plus en plus de start-up. C'est une très très bonne chose, que ce soit en matière de lanceurs, d'applications spatiales ou de surveillance de l'espace. Nous ne manquons pas d'idées ni d'entrepreneurs passionnés et engagés. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs encore récemment. Malheureusement, les idées ne suffisent pas toujours. Et en matière spatiale, il faut aussi un écosystème de soutien, des fonds d'investissement et de la volonté politique pour permettre à ces entrepreneurs de concrétiser leurs ambitions. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui du développement du New Space en France? Quelles sont vos perspectives d'action en la matière? Je crois que nous avons encore du chemin à parcourir pour rivaliser avec des pays aux ambitions spatiales toujours plus importantes. L'espace est plus que jamais un nouveau lieu de conflictualité, de rivalité, et la concurrence se déplace désormais sur de nouveaux terrains. D'abord le terrain de l'exploration humaine et des vols habités. L'Europe ne dispose plus aujourd'hui d'un programme spatial habité, ni d'une capsule de vol habité, alors que le premier vol d'essai de Starship, développé par SpaceX, a eu lieu le mois dernier. Il y a pourtant quelques premières options sur la table, vous nous en parlerez sûrement. Par exemple, le projet SUSI d'Ariane Group, qui ambitionne de faire du dernier étage réutilisable d'Ariane 6 un véhicule à tout faire en orbite basse, capable de transporter des satellites comme des astronautes. Il y a également le projet de la start-up franco-allemande The Exploration Company qui développe un véhicule spatial dont l'ambition est de pouvoir transporter des marchandises à court terme et des astronautes à long terme. Ensuite, sur le terrain de l'exploration scientifique,
La contribution de la France et de l'Europe en la matière n'est pas en reste. En témoigne par exemple le lancement par Ariane 5 du télescope James Webb, évidemment, ou encore de la sonde JUICE pour étudier les lunes glacées de Jupiter. Enfin, sur le terrain normatif, et c'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement en tant que parlementaires, bien sûr, la Commission européenne est en train de se doter d'une nouvelle stratégie de gestion du trafic spatial adaptée aux enjeux de développement durable et de lutte contre l'encombrement de l'espace. Au niveau national, une mise à jour de la loi du 3 juin 2008 sur les opérations spatiales a été annoncée. Monsieur le Président, où en sont les discussions à ce sujet? Les concertations avec les opérateurs économiques ont-elles déjà commencé? Quelles seraient les grandes orientations de cette nouvelle loi sur les opérations spatiales, et non pas spéciales, opérations spatiales? Voilà. Je vous cède la parole sur tous ces sujets et pour répondre évidemment à ces questions, et ensuite je donnerai la parole à mes collègues. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci de me donner l'occasion ainsi de m'exprimer devant la Commission des Affaires économiques du Sénat. De très nombreuses questions ont été soulevées dans votre propos introductif. Je vais peut-être commencer simplement par un chiffre, puisqu'on a commencé à parler un tout petit peu de budget, de souscription. Il y avait il y a quelques semaines à Colorado Springs une des grandes messes du spatial, très militaire, mais enfin grand-messe du spatial américain, une conférence. Les budgets aujourd'hui aux États-Unis sur les questions spatiales, tout compris civiles et militaires, avoisinent 70 milliards de dollars par an. Par an. Les chiffres dont on a parlé précédemment, les 17 milliards d'euros pour l'Agence spatiale européenne, s'entendent sur 3 ans. Le budget du CNES, qui inclut la part française de contribution à l'Agence spatiale européenne, est de l'ordre de 2,6 milliards d'euros par an. C'est beaucoup d'argent, évidemment, c'est énormément d'argent, et c'est un très gros effort de la nation, mais c'est de loin le plus gros budget spatial des agences nationales, et donc des contributions qui vont... Je ne dis pas du tout ça dans une optique de plainte ou de quoi que ce soit, mais simplement, il faut avoir ces ordres de grandeur en tête. Nous sommes dans une dynamique absolument incroyable de relance de l'effort spatial des États, et en particulier dans une compétition entre la Chine et les États-Unis, puisque ces 70 milliards étaient plutôt de l'ordre de 50 milliards il y a 2 ans aux États-Unis. Donc on voit bien qu'il y a un effort qui est considérable qui est mis sur la table aujourd'hui par les États-Unis, et probablement aussi par la Chine, où on a une vision qui est quand même un peu plus... Voilà, plus parcellaire de l'effort, mais qui est considérable. Ce qui veut dire que derrière... si on regarde un tout petit peu et qu'on prend un petit peu de recul sur la position de la France et de l'Europe sur le spatial, il y a toujours eu un différentiel entre les budgets français, européens et américains de l'autre. Il y a toujours eu un différentiel. Et qui s'est traduit par des choix qui ont été des choix assumés de l'Europe spatiale, de la France en particulier, en disant il y a un certain nombre de sujets qu'on n'ouvre pas, on se concentre sur un certain nombre de thématiques, on fait le choix... d'aller en avance de phase sur des marchés commerciaux. On a été les premiers à aller avec Ariane Espace sur la commercialisation de lanceurs, etc. Donc il y a eu des choix et qui ont été plutôt gagnants. L'Europe aujourd'hui est leader sur l'observation de la Terre pour toutes les questions autour du climat, de la diversité, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont très positives. On a deux grands industriels qui sont aussi dans des positions qui sont des positions très fortes sur les télécoms, sur l'observation de la Terre, sur l'optique pour la défense, etc. Donc on a un certain nombre de grands succès. Le risque potentiel qu'il y a, évidemment, avec le différentiel de budget qui est en train de se creuser, c'est que, quelles que soient les qualités des uns et des autres, et voilà, on parle quand même de différentiels qui sont gigantesques aujourd'hui. Mais, encore une fois, ce n'est pas du tout dans une optique c'est simplement pour... Il faut avoir ce paysage en tête. Il faut avoir ce paysage en tête. Donc, peut-être pour commencer simplement sur... maintenant, reprendre un petit peu plus les éléments autour de la contribution la contribution de l'ensemble des pays européens à l'ESA
et puis la contribution française. Je pense qu'il faut replacer ça déjà dans le cadre national. Il y a l'annonce de la Première ministre qui est de mettre 9 milliards sur la table pour le spatial dans les 3 prochaines années. C'est une augmentation qui est de l'ordre de 25% par rapport aux années précédentes. Donc il y a une vraie mobilisation du gouvernement, aussi bien sur les sujets de défense que sur les sujets de développement économique, de sciences, etc., sur les questions spatiales. Donc je crois et ça fait d'assez loin, je pense, de la France, la première puissance spatiale européenne en termes d'engagement budgétaire. C'est aussi vrai pour l'industrie. Si j'ouvre une parenthèse, j'aurais dû peut-être le dire dans les propos liminaires. Si je regarde l'industrie spatiale européenne, il y a à peu près 50% ou un peu plus de 50% qui, aujourd'hui, est en France. Donc ça veut dire qu'on a quand même une position de leadership toujours aujourd'hui, contestée, on y reviendra sans doute dans quelques instants, contestée, mais une position de leadership en termes industriels qui reste aujourd'hui très forte. Donc gros effort du gouvernement de soutien au spatial, qui s'est traduit, comme vous l'avez indiqué, par une souscription française de 3,2 milliards d'euros, une hausse de 20% à l'ESA. Donc c'est quelque chose de significatif. Et avec un rééquilibrage de la contribution française à l'ESA sur des thématiques, pour dire les choses un petit peu brutalement, dans la précédente ministérielle, il fallait faire un effort qui était un effort très important pour finir le développement d'Ariane 6. Alors, Ariane 6 n'a pas encore volé, mais l'effort budgétaire est plutôt, j'ai envie de dire, derrière nous, on espère, voilà, et plutôt derrière nous. Donc il y avait eu une mobilisation très forte sur les questions des lanceurs. Et donc là, ça nous a permis, cette nouvelle ministérielle a permis un rééquilibrage, en particulier sur les questions d'observation de la Terre, qui sont absolument centrales et où on a vraiment une position très forte aujourd'hui, et où on est revenu à des budgets qui sont des budgets plus importants. Si vous regardez attentivement les chiffres, il y a aussi un effort qui est beaucoup plus significatif que les années précédentes sur l'exploration, qui est moins lié à une volonté politique de l'instant T qu'à une suite mécanique de décisions qui ont été prises précédemment, puisque très souvent, quand on engage des programmes, ce sont des programmes qui s'étalent sur 10 ou 15 ans, et donc les engagements passés, très souvent, évidemment, sont suivis derrière, et donc l'effort sur l'exploration essentiellement robotique et scientifique, vient un peu en... Voilà, c'est la conclusion des ministériels précédentes. Je voudrais indiquer que, alors effectivement, si on regarde stricto sensu le périmètre ESA, la France est le deuxième contributeur, derrière l'Allemagne et l'Italie, avec quand même les 3 pays qui sont dans un mouchoir de poche, enfin, à peu de choses près sur les contributions. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a un choix aussi, qui est un choix aujourd'hui assumé, je crois, de la France, d'avoir une agence nationale qui est une agence nationale forte, avec aussi un peu de rééquilibrage aussi, puisqu'il y a à côté de la ministérielle, il y a aussi eu la volonté d'abonder le budget du CNES de 400 millions d'euros à la fin de la trajectoire budgétaire pour remonter un certain nombre de programmes et puis de contribuer en même temps à l'Agence spatiale européenne. Donc il faut bien voir l'effort sur la somme de ces deux contributions. Alors peut-être un mot juste pour éclairer et pour dire pourquoi justement il y a cette volonté d'avoir cet équilibrage. Parce que d'abord, il y a un certain nombre de programmes qu'on mène par nature exclusivement dans le cadre du CNES et pas dans le cadre de l'ESA. Tous les programmes qui sont liés à des questions de sécurité, des questions de défense sont par nature exclus de l'ESA. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne les effectue pas dans des cadres de collaboration bilatérale ou multilatérale avec d'autres pays européens, mais ce n'est pas dans le cadre de l'Agence spatiale européenne, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a un certain nombre de missions emblématiques qu'on mène aujourd'hui de manière, je crois, extrêmement efficace et extrêmement visible avec nos grands partenaires internationaux directement. C'est des missions, la France est à bord de toutes les missions martiennes de la NASA. Quand vous voyez, il n'y a que la TV ici, mais si vous regardez les rovers martiens, vous voyez à chaque fois, ils ont une espèce de tête. Cette tête, c'est une caméra qui est à la fois une caméra, mais qui est surtout un dispositif permettant de comprendre et de mesurer la composition d'un certain nombre d'éléments qui sont sur le sol martien. Cette caméra, cette tête est faite à Toulouse.
elle est faite en France. Les publications que vous avez pu voir récemment, si vous êtes intéressé au sujet, sur la structure interne de Mars, c'est-à-dire comprendre en gros quelle était la structure géologique de Mars, la taille du noyau, etc. C'est un sismomètre qui a été fait là aussi en France, etc. Donc c'est plusieurs coopérations extrêmement visibles. C'est aussi le satellite SWOT sur l'observation de la Terre, qui est un satellite extraordinaire qui va révolutionner la compréhension des échanges entre, de la compréhension de l'altimétrie et donc du niveau des eaux, de la mesure de la hauteur des eaux, et donc derrière, qui va permettre d'amener des mesures pour mieux comprendre le climat aujourd'hui et les évolutions du climat demain. C'est un truc extraordinaire qui a été fait en coopération entre le CNES et la NASA. Donc il y a, voilà. Et puis alors j'ai parlé de nos partenariats américains, mais c'est aussi vrai avec l'Inde, c'est aussi vrai avec les Émirats, et c'est aussi vrai avec le Japon, qui sont des partenaires extrêmement forts, et où je pense qu'aujourd'hui on a une vraie vocation à continuer des relations bilatérales qui sont très importantes, aussi bien scientifiquement, mais qui ont même des enjeux économiques et diplomatiques qui sont importants. Pardon, j'ai été un petit peu long sur ce sujet-là, mais ça me semblait important de redonner un périmètre global. Si je reviens quelques instants sur les conclusions de la mission de la ministérielle de l'ESA, donc on a les points importants. Vous avez mentionné Iris Square, qui est le programme de la constellation dite Breton, la constellation en orbite basse qui va permettre de faire des télécoms sécurisés pour l'Europe. C'est un programme sur lequel la France s'est beaucoup engagée. On est aujourd'hui dans la phase de constitution de consortiums qui ont été déposés il y a quelques jours quelques jours. Donc évidemment, on espère que tout ça va aller au bout. Il y a une contribution importante française qui est en leadership sur le sujet. Important aussi de mentionner que évidemment, on a financé la transition Ariane 5, Ariane 6. On a financé aussi la modernisation de la base de Kourou. Alors j'y suis évidemment particulièrement attaché parce que on est, à la fois c'est l'histoire et puis on est gestionnaire de la base, le CNES, et donc et je pense qu'il y avait eu beaucoup de retard qui avait été pris par l'Europe sur la modernisation de la base. La base, il faut investir pour la rendre à la fois sur la question digitale, numérique, où on est très en retard sur la base, et puis aussi sur des aspects autour du verdissement. Enfin, j'aime pas le terme, mais aujourd'hui, la manière dont la base est conçue, à la fois sur les ressources énergétiques, sur la manière dont on produit les ergols, etc., doit être repensée et changée. Et il y a des décisions d'investissement fortes qui ont été prises lors de la ministérielle. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pourrais aussi mentionner le fait qu'un certain nombre de missions scientifiques comme Aeolus pour là aussi des questions d'observation ont été mises en place. Donc voilà, il y a quand même plein de décisions intéressantes. Si je bascule maintenant sur un autre point que vous avez mentionné dans l'introduction ou dans vos questions, peut-être un petit point sur les lanceurs et sur là où on en est aujourd'hui. Alors, c'est sans doute le point le plus compliqué et le plus difficile de l'Europe spatiale aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas oublier que l'espace ne se réduit pas aux lanceurs. C'est évidemment très visible. Et c'est sur ces programmes-là qu'on a le plus de difficultés en Europe. Et c'est aussi là-dessus que l'Europe spatiale se déchire par moments. C'est essentiellement sur cette question des lanceurs. On est passé en quelques mois, en un peu plus d'un an, d'une situation où on avait 3 lanceurs disponibles à partir de Kourou à une situation où aujourd'hui, il nous reste un lancement d'Ariane 5 à faire et après, on n'a plus de lanceurs. Donc c'est évidemment une situation de crise parce que ça veut dire que derrière, il y a la question de l'accès à l'espace qui est pour l'Europe et pour nos missions institutionnelles cœur, qui est aujourd'hui menacée. Les raisons, c'est quoi? C'est évidemment Soyouz. Et c'est sans doute le point le plus compliqué pour nous, parce que la plupart de nos lancements institutionnels européens étaient sur Soyouz. Ils n'étaient pas sur Ariane 5, ils étaient sur Soyouz. Ariane 5 fait essentiellement, pas que, mais enfin, fait essentiellement des lancements ces dernières années, des lancements commerciaux de gros satellites en orbite géostationnaire.
Bon, et donc Soyouz était très, très, très utile. Il avait bien été prévu qu'Ariane 6 remplace Soyouz et Ariane 5, mais pas dans le calendrier, évidemment. Voilà. Donc le départ des Russes de Kourou nous a posé mécaniquement un vrai problème. D'autre part, évidemment, échec de Vega C, c'est le troisième échec de Vega sur les 8 ou 9 derniers tirs. Donc évidemment, ça pose un certain nombre de questions. On travaille dessus vraiment le plus étroitement possible avec l'industriel et puis avec l'ESA pour essayer de trouver des solutions et pour revenir en vol le plus rapidement possible. Je suis relativement optimiste. Ça devrait arriver assez vite. Mais enfin, c'est quand même une difficulté. Et puis, Ariane 6 qui a pris du retard. Donc, Ariane 6, oui, a pris du retard, a dépassé en termes de coûts et de délais, c'est évident. Pour autant, j'ai pu être de temps en temps un peu dur sur ce sujet-là. Je dois dire que les 3 ou 4 derniers mois qui se sont écoulés sont des mois où plusieurs des grandes difficultés techniques du programme ont été résolues ou quasi résolues. Ça ne veut pas dire qu'il n'en reste pas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en découvrir d'autres, mais il y a une bonne dynamique qui a eu ces 3-4 derniers mois. Donc pour être concret, aussi bien sur le pas de tir sous la responsabilité du CNES que sur le lanceur sous la responsabilité d'Ariane Group, un certain nombre de difficultés techniques ont été levées et on n'a pas perdu et le planning a été tenu ces derniers mois, ce qui n'a pas été le cas précédemment. Donc il y a des signaux qui sont quand même des signaux positifs et qui mobilisent, qui permettent aussi de mobiliser et de donner une dynamique forte à l'ensemble de l'équipe sur le programme. Donc je suis plutôt relativement optimiste. Je ne saurais pas vous donner une date de tir, mais je suis assez optimiste. Voilà. Donc, je ne préfère pas vous donner une date de tir pour une raison simple, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui devant nous ce qu'on appelle les essais combinés. C'est le moment où on relie le lanceur et son pas de tir et on leur demande de travailler ensemble, tant d'un point de vue logiciel, c'est-à-dire qui parlent ensemble et qui se parlent bien, que d'un point de vue mécanique, que sur les fluides, etc. Et c'est le moment où on découvre, où on peut découvrir des problèmes. Alors, ou pas. Donc, et c'est conçu pour ça. Donc, vous jurez qu'on va voler, je ne sais pas, à tel ou à tel moment, alors qu'on a ces incertitudes qui sont devant nous et qu'on est en train de regarder ça, ce serait prendre des engagements que voilà. L'enjeu de réussir. Et l'enjeu de réussir est important, évidemment. Donc, première priorité pour la France aujourd'hui, c'est de réussir le premier vol d'Ariane 6. Il faut être très, très clair. C'est ça, parce qu'à la fois, il y a une volonté, une pression, mais que je prends dans un sens positif, une pression politique de l'ensemble de l'Europe sur cette volonté de retrouver un accès à l'espace autonome le plus rapidement possible. Donc, c'est bien notre priorité numéro 1. Et je crois que c'est une priorité qui est une priorité partagée par les autres grands pays du spatial européen. Deuxième priorité, évidemment, c'est réussir la montée en cadence d'Ariane 6. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a réussi le premier lancement. D'abord, on n'aura pas complètement qualifié le lanceur, il y aura besoin de plusieurs lancements pour ça, et puis il faudra réussir la montée en cadence industrielle. C'est-à-dire qu'entre faire un vol et en faire 9 ou 10 par an, c'est pas la même histoire. Et voilà. Donc ça va être aussi un enjeu qui va nous mobiliser sur plusieurs mois, plusieurs années. Et puis, toujours sur Ariane 6, le troisième enjeu, c'est aussi faire ce qu'on appelle le bloc 2, c'est-à-dire la capacité à faire une Ariane 6 qui va être capable de réaliser des vols plus ambitieux encore que celles qu'on a pour le moment. Et donc, ça, là aussi, et qui va en particulier être capable de réaliser les contrats qu'on a signés avec Amazon. Et donc, c'est un enjeu qui est important. Bon. À côté d'Ariane 6, sur les lanceurs, il s'est engagé en Europe une compétition sur les mini et micro-lanceurs. Je crois qu'on peut dire de manière assez claire que ce n'est pas une compétition qui a été engagée par la France, et c'est une compétition qui a été engagée à un niveau national. On est complètement en dehors des schémas ESA, donc il y a eu des compétitions. Voilà. On peut y voir de vrais avantages. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'il y ait cette compétition, ça veut dire qu'il y a pluralité d'acteurs.
Donc, il va y avoir aussi probablement une dynamique un peu plus forte et plus de challenge pour tous les acteurs, y compris nos propres champions. C'est des idées nouvelles qui arrivent, donc tout ça est très intéressant. Après, moi, il me semble qu'il est absolument fondamental que la France s'engage aussi dans cette compétition, pas tant pour le marché qui est représenté par les mini-lanceurs, qui est un marché très modeste, hein, c'est-à-dire qui va représenter peut-être 10 ou 15% de l'ensemble du marché des lanceurs. Mais par contre, c'est un moyen pour tous les nouveaux acteurs de rentrer sur le marché des lanceurs et donc d'apprendre et de monter en gamme demain. Mais c'est aussi un moyen de démontrer des technologies. Et pour nous, je crois vraiment qu'en particulier sur la question du réutilisable, qui est une technologie qui n'a pas été mise en œuvre par la France et par l'Europe, et je pense que c'est probablement une erreur qui a été faite précédemment, il y a quelques décennies. Voilà, Maya ou d'autres petits lanceurs de ce type-là nous permettront de maîtriser rapidement cette technologie réutilisable. Et ça répond aussi à des objectifs qui sont des objectifs intéressants, même si le marché est petit, c'est des lancements réactifs, c'est aussi des besoins qui peuvent être intéressants pour le ministère de la Défense. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un point important. J'ai cité Maya, mais ce n'est pas la seule. Il y a d'autres startups qui sont aussi en train de se développer en France sur le sujet et en Europe. On en accueillera sur le pas de tir diamant au CSG. Et puis, on va soutenir aussi un certain nombre d'autres startups françaises qui veulent se développer et qui veulent proposer leurs services. C'est pas le secteur des lanceurs n'est pas pour les startups le modèle de la startup n'est pas le modèle le plus évident quand vous voulez développer un lanceur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont vraiment des projets qui sont quand même, je vais dire, même en étant très optimiste, on va dire pluriannuel. Le pluriannuel pouvant se transformer en pluridécennal si on parle de très gros lanceurs, y compris dans tous les projets existants, hein, même du côté outre-Atlantique, Starship, le Starship ou le Falcon, c'est des projets qui ont été étudiés travaillés pendant très très longtemps et qui sont très capex, très capitaux intensifs, très intenses en investissement. Et donc, le modèle de la start-up n'est pas forcément le plus évident, mais il y a des start-up aujourd'hui qui se lancent sur le sujet et on les aidera. On les aide déjà aujourd'hui et on continuera à les aider. Ça me permet de glisser peut-être rapidement sur le sujet New Space. Effectivement, c'est une grande priorité aujourd'hui pour la France. On est passé en quelques années d'un système où il y avait quelques start-up par an dans le spatial, qui étaient essentiellement des startups technologiques qui étaient très biberonnés par notre environnement, par le CNES, le CNRS ou des acteurs universitaires, des observatoires, qui venaient poussaient, qui venaient de la techno et qu'on a créé, et qu'on a poussé, et on en a fait d'ailleurs un certain nombre de champions ou aujourd'hui français et européens. Et on en est très fiers, on en est très contents. On est passé de ce monde-là à un monde où aujourd'hui, on voit une nouvelle start-up qui se crée dans le domaine du spatial par semaine. Par semaine. Alors, les choses changent. Alors, juste pour modérer un tout petit peu mon enthousiasme, il n'a échappé à personne que l'argent devenait cher en ce moment. Et donc, cet écosystème va probablement se contracter un peu est en train de se contracter en ce moment et ça devient plus difficile. Mais quand même, malgré tout, les ordres de grandeur restent. Ça montre qu'il y a une appétence très forte. Qu'est-ce qui change fondamentalement ? C'est le fait qu'il y a un cercle vertueux qui s'est engagé dans le spatial, ou en tout cas dans certains morceaux du spatial. Il y a de nouveaux entrepreneurs qui arrivent avec de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire qui viennent du monde du digital, du monde du numérique, d'autres secteurs ou de secteurs industriels qui font qui sont non pas dans l'orfèvrerie, mais dans la petite série, si je devais. Et ça bouleverse un peu la manière de faire. Il y a aussi des capitaux privés qui arrivent, et comme les coûts commencent à baisser de manière significative, évidemment, tout ça a un côté extrêmement vertueux. Alors, je tempère immédiatement mon propos en disant que ce que je dis là n'est pas valable uniformément dans le monde du spatial. C'est-à-dire que quand vous allez faire un sismomètre sur Mars,
le marché pour les startups est relativement étroit. Ce n'est pas demain matin qu'on va avoir un changement complet de l'écosystème autour de ça. Par contre, quand on parle de l'orbite basse et qu'on parle de télécom, quand on parle de l'orbite basse et qu'on parle de constellations de mini-satellites, oui, il y a des changements très profonds, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut imaginer des constellations d'IoT en orbite basse pour quelques millions ou dizaines de millions d'euros. Alors qu'avant, quand on parlait de grands satellites géostationnaires, les investissements se chiffraient en centaines de millions d'euros. Donc c'est autre chose, on est sur un autre schéma, et donc ça fait bouillonner cet écosystème. Et donc évidemment, il faut qu'on soit là pour soutenir l'écosystème français, pour l'alimenter, et le but du jeu étant évidemment pas non plus de jeter aux orties nos champions historiques, qui sont, je rappelle quand même, les 3 grands primes européens, sont très... Enfin, Thales Alenia Space, c'est franco-italien. Airbus, une empreinte franco-allemande qui est très forte. Et puis Ariane Group a quand même une empreinte française qui aussi est quand même très forte. Donc les 3 grands primes ont une présence très très forte en France. Et donc évidemment, on doit à la fois continuer à les soutenir, mais il faut aussi qu'on développe cet écosystème qui est source d'opportunités de développement économique majeur. Donc vraiment, c'est une priorité. Donc on a France 2030 avec quand même beaucoup d'argent qui est disponible pour les soutenir à travers en particulier de l'achat de services. C'est-à-dire, je pense que ça, c'est très, très important. Et puis, à côté de ça, on a aussi préparé au sein du CNES, construit au sein du CNES, tout un ensemble de dispositifs qui vont de l'idéation à des fonds capables de les soutenir, avec aussi de l'accélération, des incubateurs, alors soit en national, soit en franco-allemand, soit en européen. Mais on a mis en place tout un ensemble de dispositifs qui sont là normalement pour les soutenir et pour les aider, et qui fonctionne à plein régime. Alors, on pourrait toujours dire qu'il n'y en a pas assez, qu'il en faut plus, etc. J'entends bien, mais il est là. Notre enjeu aussi, c'est regarder comment est-ce qu'on met à disposition de ces entreprises qui se créent, ces entrepreneurs, le savoir-faire technique de la maison CNES qui est très, très fort, qui est incroyable. C'est aussi une petite révolution culturelle, parce que ce n'est pas comme ça que c'est pas notre mode d'intervention naturel, c'est pas comme ça qu'a été conçu, voilà. Donc il y a aussi beaucoup de changements internes à mener, mais je crois que ça se fait et que nous progressons sur le sujet. Je veux pas être trop long, interrompez-moi si je suis trop long. Bon, on a parlé, je voudrais peut-être évoquer la question de l'observation de la Terre et puis de l'exploration. L'observation de la Terre est un enjeu majeur. Bon, d'abord, l'Europe est très bien placée. Je crois qu'il y a une forme dans une Europe du spatial qui est, si je devais être pudique, je veux dire, qui est parfois un peu divisée. La question de l'observation de la Terre est une question qui, je crois, fait consensus aujourd'hui en Europe. D'abord parce qu'on est bien placé d'un point de vue industriel, et puis parce que ça répond à une préoccupation majeure. L'observation de la Terre, avant tout, c'est pour les questions autour du climat, de la biodiversité, du suivi d'un certain nombre de polluants, donc c'est juste quelque chose qui est absolument fondamental, et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se continue à être mobilisé. Donc non seulement ça a fait l'objet d'un effort particulier à la dernière ministérielle de l'ESA, mais je voudrais aussi mentionner le fait, j'ai mentionné tout à l'heure le satellite SWOT, qui est quand même je pèse mes mots, une réussite technique absolument exceptionnelle. L'administrateur de la NASA le présentait comme le James Webb de l'observation. Et donc c'est vraiment une réussite technique incroyable entre la France et les États-Unis. Ça va révolutionner tant une partie de la science des données pour le climat, mais aussi en termes d'impact économique. Il faut comprendre qu'avec un instrument comme celui-là, on est capable de mesurer le niveau des eaux, y compris des eaux continentales, c'est-à-dire les fleuves, les lacs. Et les bassines. Alors les bassines, au risque de m'aventurer sur un schéma, il faudrait des très grosses bassines, parce qu'on a quand même un problème de résolution géométrique. Mais on a eu le débat hier soir, c'est pour ça.
Pardon, monsieur. Non, mais voilà. Mais c'est derrière, ça veut dire que c'est une capacité à estimer, simplement avec un passage, une fauchée de satellite sur une centaine de kilomètres, vous êtes capable d'estimer d'un seul coup les réserves en eau à l'instant T sur la planète, le long de cette fauchée. Et donc vous voyez bien aussi, en termes d'impact de suivi de politique publique, d'impact économique aussi, tout simplement. Hein, je veux dire, ça veut dire que c'est juste majeur. Donc voilà, je voulais mentionner cette question parce que ça me semble vraiment fondamental et je crois vraiment qu'il faut qu'on continue à coopérer entre la France et les États-Unis. La coopération n'a jamais été aussi forte sur ces sujets-là et il faut qu'on continue. Exploration humaine et la question de l'exploration. Le président de la République à Toulouse en septembre, enfin, il y a 18 mois, voilà, il y a 18 mois, lors du sommet spatial européen, a demandé à ce que cette question soit réouverte, en quelque sorte. Pourquoi je dis réouverte ? Parce que l'Europe a fait le choix, comme je l'ai dit précédemment, de rester à côté de ces questions-là. Et donc, de travailler systématiquement sur le vol habité, de travailler systématiquement avec des grands partenaires. Alors, historiquement, je ne qualifierais plus de grands partenaires, évidemment, mais historiquement, évidemment, avec la Russie, puis après, avec les États-Unis. Et donc, c'est l'objet d'une coopération. Et donc, on fait voler nos astronautes sur l'ISS avec des barters, c'est-à-dire qu'on amène des équipements en nature qui nous permettent, en échange, de faire voler nos astronautes sur l'ISS. Pourquoi est-ce que cette question doit être, je crois, réouverte aujourd'hui ? La première des raisons, c'est que les coûts ont complètement changé. La Station spatiale internationale, c'était 110 ou 120 milliards de dollars d'investissement. Donc c'est considérable. Et je ne pense pas que l'Europe voudrait ou souhaiterait faire ça demain matin. Les nouveaux projets de stations spatiales privées qui sont développés aujourd'hui par des entreprises, essentiellement aux États-Unis, mais pas que, sont de l'ordre de quelques milliards. C'est-à-dire qu'on voit des projets qui arrivent avec des projets de 2 ou 3 milliards. Alors, supposons que ce sont des estimations très optimistes parce que les coûts... Mais enfin, les ordres de grandeur n'ont rien à voir. Et donc, autant cette question me semblait exclure, enfin, ou en tout cas fermer le sujet pour l'Europe parce que les investissements étaient sans doute trop élevés, etc., autant je pense qu'elle doit être revisitée à l'aune de ces nouveaux investissements. D'autre part, on est dans un schéma, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, où aujourd'hui des industriels américains sont prêts à financer les CAPEX, c'est-à-dire à financer l'investissement, et à demander aux agences derrière de louer du temps d'astronautes pour envoyer faire des manips. C'est les agences, mais c'est aussi des entreprises qui vont faire de la R&D dans l'espace en envoyant des ingénieurs, leurs ingénieurs, faire des manips dans l'espace. C'est un nouveau schéma. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, on a deux options. C'est la fin de l'ISS. Hein. La Station spatiale internationale est plutôt dans sa fin de vie. Donc on aura deux options. Soit effectivement, ou trois options. Soit on décide de ne plus envoyer d'astronautes et on fait une croix sur les vols habités. Si on veut y aller, ça veut dire qu'il faudra faire voler nos astronautes sur des stations spatiales américaines privées, pourquoi pas, mais qui demain ne voudront probablement pas jouer un travail être sur un schéma qui est celui de l'ISS. C'est-à-dire qu'on ne sera pas sur des barters, on ne sera pas sur de l'apport technique en échange de vol. On sera sur simplement, vous voulez voler tant de mois, eh bien, ça va vous coûter tant de centaines de millions d'euros. Moi, je me demande simplement si on n'aurait pas intérêt simplement en Europe, avec nos grands industriels qui sont aujourd'hui en Europe, que ce soit Airbus, que ce soit Thales, que ce soit OHB ou d'autres acteurs, est-ce qu'on n'a pas intérêt à mener en Europe le même dialogue qui a été mené entre la NASA et les industriels américains pour avoir demain une station spatiale européenne ? Je prends l'exemple de la station spatiale, mais je pense que cette question-là doit se poser aussi pour un lanceur qui pourrait être un Ariane 6 human rated, c'est-à-dire, comme vous l'avez mentionné, ça peut être Suzy ou ça peut être d'autres projets où on serait capable de lancer nos astronautes de Kourou. Là aussi, les coûts sont des coûts qui sont... Les estimations qu'on a pu faire, qui sont des estimations très préliminaires, montrent que les coûts,
Oui, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. On parle sans doute de quelque chose, 1 milliard, peut-être quelque chose comme ça. C'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas non plus des choses qui sont incommensurables au niveau européen. Je pense que ces questions, elles doivent être posées aujourd'hui. Et je pense que, pardon de dire les choses brutalement, mais je pense que, oui, évidemment, ces sujets-là, avoir des astronautes, c'est important pour les programmes scientifiques. Mais si vous interrogez aujourd'hui les scientifiques, ils ne vous diront pas, je vais le dire très honnêtement, ils ne vous diront pas que c'est leur préoccupation numéro 1. C'est important pour faire de la R&D pour les entreprises, mais c'est aussi, je crois, très, très, très important pour l'image que l'Europe veut porter aujourd'hui sur le spatial, mais pas que sur le spatial, sur sa confiance en l'avenir, sur sa confiance en la science, sur sa confiance en la technologie et sur simplement regarder l'image que Thomas Pesquet projette aujourd'hui, qui est une image extraordinaire de confiance et aussi de message qui dépasse aussi le spatial sur ce qu'est la Terre aujourd'hui et sur sa fragilité. Et je pense que l'Europe ne peut pas rester en dehors de ça. Donc c'est mon plaidoyer pour l'exploration et pour le vol habité. C'est des questions qui aujourd'hui, je pense, sont encore débattues, tant au point de vue national qu'en Europe. Et il n'y a pas de consensus aujourd'hui en Europe qui est en train de se questionner. Mais je pense qu'il faut peut-être que la résultante de tout ça sera plutôt un choix plus conservateur, disons que non, on ne veut pas y aller. Mais je pense de toute façon qu'il faut poser cette question-là, et c'est une question politique. Ce n'est pas une question technique, c'est une question politique. Je vais peut-être m'arrêter là. Je n'ai pas répondu à tous les sujets. Non, mais je suis sûre que les questions elles sont nombreuses d'abord, et puis vont vous être peut-être reposées sous une autre forme. Et j'en garde une en tête que je vous reposerai s'il n'est pas reposé tout à l'heure. Je vais donner la parole à Anne-Catherine Loisier, ensuite à Evelyne Renaud-Garabédian. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est vrai que le spatial, je pense que c'est un sujet sur lequel on doit davantage se familiariser, nous les parlementaires, pour avoir participé il y a quelques semaines pour la commission c'était European Interparliamentary Space Group. En fait, j'étais la seule française. Voilà, je crois qu'il y a un vrai sujet pour le Parlement français, peut-être de s'emparer davantage de ces grands enjeux que vous venez d'évoquer, ces enjeux d'abord de redécouverte de toutes les opportunités que peut présenter le spatial aujourd'hui pour répondre aux grands défauts de notre petite planète. Beaucoup de réponses sont effectivement dans l'espace, et quand on discute avec les acteurs économiques, on ressent, ce que vous dites, cette dynamique, cette effervescence, je dirais, qui est en train de se développer, avec des enjeux d'observation, vous l'avez bien dit, sur notamment l'aspect changement climatique. Alors, vous ne nous avez pas reparlé de la réussite aussi de JUICE. Voilà, donc peut-être que vous nous en direz un mot, parce que ça, c'est aussi un formidable... Pour le coup, c'est du positif, et c'est quelque chose qui nous projette dans l'avenir et dans des perspectives. Vous avez beaucoup parlé du stratégique, avec les enjeux de souveraineté, télécommunications, défense. Et vous avez aussi beaucoup parlé je dirais des menaces, ou pas forcément des menaces, mais en tout cas du déploiement des stratégies privées qui viennent bousculer effectivement les stratégies publiques qui prévalaient jusqu'à maintenant, et qui apportent des défauts technologiques qu'on a un petit peu de mal à suivre d'un point de vue financier. Donc moi, en fait, j'aurais juste deux questions. On parle beaucoup entre parlementaires de la nécessaire réglementation au niveau de l'espace, un sujet complexe, mais qui doit être anticipé d'ores et déjà. Donc, qu'en pensez-vous? Quelles sont vos suggestions à ce sujet? Et puis, sur la constellation Breton, comme vous l'appelez, la constellation Iris, moi, il y a quand même un sujet qui m'embête, et là, vous l'avez traduit quand vous dites qu'il faut d'abord qu'on honore nos contrats avec Amazon. Moi, j'avoue que j'aimerais bien qu'on honore nos contrats avec l'Europe avant d'honorer nos contrats avec les Américains. Voilà, donc comment est-ce qu'on va lancer nos satellites? Voilà, si on veut tenir le délai de 2027, puisque... Si j'ai bien compris, il n'y aura pas forcément de place pour tout le monde dans les constellations de satellites, donc ce serait bien que la constellation européenne trouve sa place rapidement. Merci. Très bien, merci beaucoup Anne-Catherine. Evelyne Renaud-Garabédian, ensuite Serge Babary. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, lorsque vous avez pris vos fonctions en 2021,
vous avez clairement affiché votre intention de faire de ce secteur spatial français et européen l'un de vos futurs enjeux stratégiques. En décembre 2022, le satellite SFOT, qui, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, est le symbole de la coopération franco-américaine, a été lancé pour collecter les informations sur la manière dont l'océan influence le changement climatique. J'ai 2 petites questions à vous poser. Pouvez-vous nous indiquer comment se déroule cette coopération entre la NASA et le CNES, et quelles sont vos premières observations sur cette mission qui va se terminer d'ici le mois de septembre 2023? Merci de vos réponses. Merci Evelyne. Serge Babary, ensuite Bernard Buis. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci tout d'abord pour vos propos enthousiasmants et qui balisent les développements attendus. Je voudrais évoquer quelque chose qui peut sembler négatif, c'est la problématique des débris spatiaux. Le nombre, la masse, la superficie de ces objets augmente régulièrement et cela augmente le risque qu'ils posent aux satellites en activité et à toute autre activité d'ailleurs spatiale. Le Bureau des débris spatiaux de l'ESA surveille en permanence cette situation en constante évolution, édite des normes, des réglementations pour une utilisation durable de l'espace, volonté d'atténuer le nombre de débris. Quelle est votre réflexion sur ce sujet important? Quelles sont éventuellement les actions que vous menez pour assurer une durabilité des objets qui sont envoyés dans l'espace? Merci. Merci, Monsieur le Président. Bernard Buis, ensuite Micheline Jacques. Merci, Présidente. Monsieur le Président, merci pour vos propos introductifs. J'ai 2 questions. Dans son rapport publié le 4 mai dernier, la Cour des comptes soulève les difficultés relatives au maintien en interne des compétences techniques compte tenu du vieillissement actuel des effectifs du CNES. 33% des effectifs auraient atteint l'âge de 62 ans d'ici 2025 et du manque de renouvellement des ingénieurs. La Cour des comptes vous suggère de mener à son terme l'identification des compétences prioritaires dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Face aux enjeux à venir en matière de politique spatiale, comment assurer le renouvellement des ingénieurs au sein du CNES? La deuxième question, comme vous l'avez indiqué, la stratégie du CNES a évolué. Alors que les modes d'action étaient centrés sur la conduite de bout en bout de projets complexes, ils sont aujourd'hui orientés vers l'accompagnement des entreprises, petites et grandes, publiques ou privées, et des start-up innovantes. Raison pour laquelle vous avez pensé la mise en place de nouvelles sources de financement, telles que le fonds Cosmi Capital, voué à accompagner une vingtaine d'entreprises européennes de l'économie spatiale, et le fonds Space Founder, programme public créé en 2021 pour accélérer le développement des start-up. Quel bilan dressez-vous de tissu entrepreneurial français dans le secteur spatial? Merci. Merci beaucoup Bernard. Micheline Jacques, ensuite Jean-Pierre Moga. Merci, Présidente, chers collègues. Monsieur le Président, merci pour vos informations très éclairantes. J'ai eu la chance de visiter le centre spatial Le Kourou et j'avoue que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à faire. Pour aller dans le droit fil de mon collègue Bernard Buis, je ferai référence aux observations définitives de la Cour des comptes qui signale des écarts de salaire significatifs entre le CNES et l'industrie pour une même classe d'âge. Le taux de turnover des moins de 35 ans est supérieur à 24%. Donc, la Cour des comptes préconise une politique d'attractivité du CNES sur ses atouts propres. Outre le suivi de projets et la veille au respect des cahiers des charges, le développement d'une politique privilégiant l'impulsion de l'innovation interne sans peur de l'échec peut-elle infléchir ce turnover? Et j'aurais une deuxième question sur la Guyane, justement, la maîtrise de l'accès à l'espace, comme vous l'avez justement indiqué, c'est un élément essentiel pour embrasser toutes les nouvelles thématiques du secteur spatial, telles que l'observatoire du climat, l'exploration, l'action dans l'espace et les méga-constellations. Face à la montée en puissance des grands industriels du secteur, notamment Ariane Group sur les lanceurs, le CNES ayant vendu ses parts du capital d'Ariane Group motivé par la compétitivité de l'accès à l'espace, la France ne risque-t-elle pas de perdre la maîtrise du centre spatial de Guyane?
Merci Micheline. Jean-Pierre Moga, ensuite Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci pour vos propos. J'avais une première question sur la contribution LESA, mais vous y avez largement répondu, donc je ne vous la pose pas. Par contre, quels sont pour vous les enjeux budgétaires les plus importants pour le prochain PLF? Et puis j'ai une deuxième question, vous l'avez un peu abordée, qui concerne les start-up et le tourisme spatial. Il y a une société qui s'appelle Zefalto qui propose des voyages autour de la Terre et un dîner notamment à 120 000 euros. Apparemment, ce projet se fait avec vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Je n'ai pas retenu de place pour ce voyage, je vous le dis. Sur la FM, ça ne marche pas. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce type de projet, les avantages que ça peut présenter aussi, peut-être financièrement, je ne sais pas. On va demander au Président si on peut faire une mission à quelques-uns. Merci Jean-Pierre. Daniel Salmon, ensuite Daniel Grémillet. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président pour votre présentation. Je voulais vous poser une question sur l'intérêt des vols habités à l'heure de l'intelligence artificielle et de la robotique. Vous avez fait tout de suite un plaidoyer sans embâche, donc je comprends bien votre vision de ces vols habités et plus le caractère symbolique et de portée politique. Je voulais également poser une question sur l'encombrement de l'espace et des déchets, mais mon collègue Serge Babary a déjà posé la question, donc j'attendrai votre réponse à ce niveau-là. C'est une dépollution. Une autre dépollution, c'est une pollution lumineuse des constellations qui n'est pas sans poser problème, puisque un des derniers paysages gratuits aujourd'hui, c'est bien le cosmos. Et donc, il faudrait voir, enfin, j'attends d'avoir un petit peu votre éclairage sur la capacité demain à avoir des satellites qui ne renvoient pas la lumière. Je crois qu'il y a des recherches dans ce sens-là. Donc j'aimerais bien vous entendre sur le sujet. Et puis sinon, vous avez abordé l'observation de la Terre. Je pense que c'est vraiment fondamental. Aussi bien on pense au climat, mais je pense que l'observation va nous apporter des éclairages sur les évolutions au niveau de la vie sur Terre et au niveau de la végétation, mais aussi bien terrestre que sur les mers. Donc je pense que là, nous avons besoin absolument de la recherche. Merci. Merci beaucoup Daniel. Daniel Grémillet et ensuite Franck Montaugé. Oui, merci Président. Madame la Présidente, chers collègues. Effectivement, c'est très passionnant et j'aurais trois questions. La première question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une photographie entre ce qui se passe au-dessus à des fins militaires, à des fins économiques, à des fins touristiques. Enfin, touristiques, vous avez compris le message. Deuxième question, je voudrais prolonger la question de Serge. Effectivement, où en est-on dans l'organisation du gendarme de l'espace, en dehors de la question de la gestion, de récupérer ce qui n'est plus utilisé, etc. Y a-t-il un gendarme et comment évolue effectivement cette organisation du gendarme de l'espace? Et ma dernière question, c'est quel sera le carburant du futur du spatial? C'est une petite question. Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur pour votre présentation. Lors de votre audition initiale, je vous avais interrogé sur la question du droit de l'espace. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc je voudrais savoir les sujets importants à enjeu aujourd'hui, selon vous, en matière de droit de l'espace. Je voudrais aussi comprendre comment l'Agence spatiale européenne et notre pays se positionnent dans la gouvernance justement du droit de l'espace et donc en conséquence quels sont ou quels pourraient être les sujets concernant l'ESA ou concernant notre pays, les sujets qui mériteraient, je dirais, à minima réflexion en la matière et éventuellement législation. Voilà, parce que c'est un domaine qui me paraît assez nébuleux. On constate que
voilà, la question de l'utilisation durable de l'espace voilà, est majeure, qu'on est en train un petit peu de le saccager, hein, si j'ai bien compris. Donc je pense que c'est entre autres un sujet de législation tout à fait important. Voilà. Et question subsidiaire, en matière de réchauffement climatique, est-ce qu'il a été fait mesure de l'impact de ce qui se fait en matière d'espace, d'utilisation de l'espace et de lancement en particulier? Est-ce qu'il y a au niveau des motorisations, etc., est-ce qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens à cet égard? Merci. Personne ne demande plus la parole. Donc je vais juste rajouter deux petites questions. Une que je ne vous avais pas posée. Quel est l'impact en fait du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sur les programmes spatiaux? Est-ce qu'il y a un impact dans la coopération, dans la contribution industrielle, financière, etc. Première question. Et deuxième question que je vous repose, qui est la dernière que je vous avais posée dans le préalable. Avez-vous des nouvelles de la mise à jour de la loi de juin 2008 sur les opérations spatiales, qui doit être relancée, qui devrait être au calendrier dans les mois ou dans les années qui viennent? Absolument. Merci beaucoup pour ces questions nombreuses. Peut-être dans le désordre, peut-être commencer par la question des débris spatiaux et derrière aussi la question du cadre, enfin, des cadres législatifs et réglementaires qui peuvent s'imposer. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'orbites qui deviennent encombrées. En particulier l'orbite basse, qui concentre énormément de lancements aujourd'hui. La situation est un peu différente sur les orbites géostationnaires, où là, pour le coup, on est quand même sur des... Bon. Donc il y a des risques potentiels de collision. Et il y a eu effectivement quelques collisions dans le passé avec de la génération de débris. Il y a aussi eu, mais ça c'est un autre sujet, des destructions volontaires d'un certain nombre de satellites avec des missiles en particulier qui ont généré beaucoup de débris sur ces orbites basses. Mais donc il y a un sujet d'encombrement. Il y a un sujet d'encombrement de l'orbite, et puis il y a un sujet simplement de régulation du trafic, entre guillemets. Bon. On n'est pas du tout au niveau d'organisation qu'on peut avoir dans le monde aérien, où, y compris dans les pays, enfin, avec tous les pays du monde, il y a un nombre de règles communes, minimales, qui permettent de réguler le trafic. On n'est pas dans cette configuration-là aujourd'hui dans le spatial, et il y a un certain nombre de choses qui se font de manière quand même très, très artisanale. C'est-à-dire quand vous voyez deux satellites qui sont potentiellement sur une course de collision, quel est l'enjeu? En général, les opérateurs le savent, le détectent, et après, il faut savoir qui va bouger. Et pourquoi c'est quelque chose qui est important? Parce qu'en fait, pour bouger, vous utilisez... Pardon? Voilà, le problème, c'est qu'en fait, vous dépensez du carburant. Et donc, ça veut dire que c'est la durée de vie de votre satellite que vous entamez si vous faites un mouvement. Donc, ça fait l'objet de discussions parfois surprenantes entre les différents opérateurs. Donc, on voit bien qu'on est dans une mécanique aujourd'hui qui n'est pas du tout une mécanique industrielle, où la régulation n'est pas là. Pour le trafic. Et puis après, il y a la question de la gestion des débits et de la désorbitation. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'opérateurs internationaux qui ne sont pas dans une logique de recherche, une logique de responsabilité, et qui envoient des satellites sans chercher simplement à mettre en œuvre les mécanismes de désorbitation en fin de vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, utiliser du carburant en fin de vie pour désorbiter un satellite et le faire brûler dans l'atmosphère, ça veut dire que vous allez utiliser 15% du carburant pour ça, et donc c'est la durée de vie de votre satellite, et derrière, évidemment, le rendement économique ou même scientifique ou défense qui va être d'autant réduit. Donc la France et donc l'Europe, puisque derrière c'est la LOS, la loi spatiale,
s'applique aux opérateurs qui partent de Kourou. Donc ça veut dire qu'il y a un impact qui est quand même très très fort et quand même assez en avance sur son temps là-dessus, puisqu'on impose un certain nombre de contraintes aux opérateurs qui lancent à partir de Kourou. Donc on est plutôt en avance. Ça ne règle pas évidemment l'ensemble du sujet. La question qui a été posée, qui était de se dire en fait dans quel cadre il faut le faire. On a un cadre national évident, avec l'impact du fait que le port spatial européen est situé en France. Donc ça veut dire qu'on a évidemment le cadre législatif français important. Après, les discussions qu'on peut avoir au sein de l'ESA sont des discussions qui sont intéressantes, mais l'ESA n'a pas de vecteur normatif ou législatif. Donc ça veut dire que derrière, c'est l'UE qui doit prendre la main. Et l'UE a émis un certain nombre de signaux récemment disant que c'était des sujets qui commençaient à l'intéresser véritablement. De manière générale, la Commission s'intéresse de plus en plus au spatial et je crois d'ailleurs très profondément que toute une partie de l'avenir du spatial européen passe par une implication plus forte de la Commission européenne, en particulier sur ces sujets-là. Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait des discussions en particulier, avec tous les États de l'UE, mais la France a sans doute un message particulier à faire passer parce qu'on a une expérience sur le sujet qui est une expérience assez large. Mais enfin, le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est que si vous voulez avoir un minimum de règles communes, ça veut dire qu'il faut mettre autour de la table aujourd'hui toutes les puissances spatiales internationales pour avoir un cadre de discussion. Et bon, voilà. C'est encore une autre, c'est encore une autre histoire. Alors, je suis relativement optimiste parce que je pense que c'est l'intérêt de tous de le faire. Mais ce cadre-là, aujourd'hui, est probablement un cadre autour des Nations Unies. Donc, on va avoir un certain nombre de régulations et de dispositifs communs. Mais pour l'instant, on n'en est pas tout à fait là. C'est les rapports de force. Et puis, c'est aujourd'hui... je ne sais pas dans quelle instance on peut parler de ce cadre-là entre des puissances comme la Chine et les États-Unis, par exemple. Voilà. Donc c'est un problème qui n'est pas, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse triviale ou simple à cette question-là. C'est un enjeu majeur. C'est un enjeu pour tout le monde. Donc c'est le côté, la dimension, l'espoir entre guillemets, assez simple. C'est que tout le monde y a un intérêt. C'est-à-dire que vous soyez chinois, indien, européen ou nord-américain, on a tous intérêt à trouver un cadre minimal de régulation pour cette orbite basse. Mais on n'y est pas. Alors, à côté de ce constat-là, il y a aussi un certain nombre d'initiatives qui sont prises aujourd'hui pour désorbiter des satellites qui sont des satellites inactifs. Alors, d'abord, je voudrais mentionner le fait que c'est évidemment intéressant. Ça va quand même coûter très, très, très cher chaque désorbitation. Donc, on est quand même aujourd'hui plutôt dans des démonstrateurs, dans de la R&D. Je vous alerte aussi sur le fait que entre désorbiter un satellite qui est inactif et désorbiter un satellite non coopératif pour des enjeux de défense ou de... Bon, c'est pas très très loin. Donc c'est probablement aussi une des raisons de l'engouement qu'il peut y avoir aujourd'hui sur ces questions-là. Je ne pense pas qu'on va régler le problème des débris aujourd'hui simplement en allant mettre en place des solutions de désorbitage spécifiques, parce que ça va être compliqué. À terme, il y a aussi... Pardon, j'en ai pas du tout parlé, mais il y a aussi à terme d'autres modèles qui sont des modèles plus pérennes qu'on pourrait imaginer dans l'espace, puisqu'aujourd'hui les satellites ont une durée de vie qui est limitée par les ergols qu'ils vont emmener ou leurs propulseurs. Demain, avec des mécanismes de refueling en orbite, on peut aussi imaginer des systèmes qui sont là pour beaucoup plus longtemps et donc qui ont des durées de vie plus longues
Ça ne règle pas non plus tous les sujets, mais ce serait aussi une contribution à cette question-là. Non, vous parlez de refueling, bon, j'entends bien, mais je comprends à quoi ça sert, évidemment, pour changer d'orbite, etc. Ou maintenir en orbite, tout simplement. Voilà, batterie, oui, c'est ça. Non, en fait, vous avez besoin un satellite en particulier. Ah oui, pour maintenir. Pour le maintenir en orbite. D'accord, donc aujourd'hui, on n'a pas de système. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes jamais dans un vide complet. Oui, complet, absolu, oui. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours quelques particules. Des frottements, etc., qui font que. Qui sont très faibles, mais donc qui tendent mécaniquement à réduire la vitesse. Oui, bien sûr. À faire. Voilà. Et donc, vous avez besoin de les maintenir à poste régulièrement, en particulier en orbite basse, et donc de systématiquement les remettre à niveau. Alors, vous avez pour ça soit de la propulsion chimique, avec des ergols qu'on emmène. Ça, c'est la méthode la plus ancienne, la plus traditionnelle. Ou autrement, autre solution, c'est de la propulsion électrique, avec des panneaux solaires et de la propulsion électrique. Mais cette propulsion est électrique, mais elle n'est pas non plus infinie, parce que vous utilisez malgré tout soit de l'iode, soit des choses comme ça, pour simplement, vous les consommez. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas une durée de vie infinie non plus. Donc, dans les deux cas, on a des durées de vie qui sont des durées de vie qui sont limitées. D'accord. On parlait peut-être, si je réponds, j'essaye peut-être de répondre sur les enjeux autour de possibles modifications de la LOS, des enjeux de court terme qui sont vraiment urgents pour nous. C'est des modifications de la LOS qui permettraient de prendre en compte efficacement la question des constellations. Donc, comment est-ce qu'on gère des constellations de satellites? C'est-à-dire que tout ça a été conçu dans un cadre où on lançait un satellite pour une mission. Là, on a des constellations de satellites. Et puis aussi, toute la question du réutilisable, ça veut dire comment est-ce qu'on fait demain pour travailler sur un lanceur qui va revenir. C'est le cadre initial qui a été pensé par le législateur, n'était pas évidemment un cadre où on avait de la réutilisabilité. Donc ça, ce sont deux des enjeux qui sont des enjeux importants pour le futur. Vous avez mentionné aussi, alors si je m'éloigne un petit peu des débris spatiaux et si je viens sur les questions autour de l'impact de l'industrie spatiale et de nos activités. Alors, je pense qu'on a comme toute activité économique, industrielle, scientifique, technique, etc., on a évidemment une responsabilité environnementale qui commence par avoir des bâtiments qui sont dans des normes qui sont à peu près respectables. Voilà, ce qui est pour nous un immense enjeu, hein, sur l'immobilier, en particulier en Guyane. Mais c'est ça, c'est avoir des énergies qui sont des énergies les plus décarbonées possibles sur nos sites, etc. Après, il y a l'impact du lancement même. Je reviendrai peut-être sur ces deux points juste après, mais il y a l'impact du lancement même, et c'est vrai que ça peut être très impressionnant. Vous voyez un lanceur qui part, de mémoire, et je vérifierai la comparaison, mais de mémoire, l'ensemble des lancements mondiaux aujourd'hui représentent quelques heures de trafic aérien international. Donc, c'est-à-dire que le lancement lui-même, en termes de production de CO2, etc., n'est pas en soi un événement. Voilà. Bon. Alors après, quel est le carburant du futur? Parce que cette question, elle est aussi possiblement liée à ces sujets-là. Il faut être prudent et vraiment avoir une vue, essayer de bien comprendre complètement l'ensemble du cycle. Évidemment, on peut avoir de la propulsion avec soit de la poudre, soit du méthane, et donc derrière de la production de CO2 essentiellement, voilà, où on peut imaginer effectivement des carburants qui seraient des carburants à base d'hydrogène vert et d'oxygène, qui a l'avantage évidemment de produire essentiellement de l'eau. Mais produire de l'eau à très haute altitude, en fait, c'est un gaz à effet de serre qui est considérable, et donc l'impact n'est pas forcément... Produire de l'eau n'est pas forcément mieux que de produire du CO2 sur ces sujets-là. Donc voilà, il faut bien avoir le sujet complètement en tête, parce que on n'est pas dans l'atmosphère. Donc ça veut dire que voilà. Donc c'est pas forcément non plus c'est pas non plus idéal. Donc cette question-là n'est pas complètement tranchée.
Je voudrais insister sur j'ai mentionné le sujet énergie et immobilier, en particulier en Guyane. La base spatiale est vieillissante. On a un enjeu immobilier, hein, c'est-à-dire que on a des bâtiments qui sont vieux, qui sont évidemment climatisés parce que voilà, il suffit d'aller en Guyane. Voilà, donc qui sont évidemment climatisés. Donc on a un enjeu de rénovation. On a un enjeu aussi autour d'une production électrique qui soit une production électrique la plus décarbonée possible. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, compte tenu de la qualité du réseau en Guyane, quand on est à proximité du lancement, notre source nominale d'énergie, ce sont des groupes électrogènes diesel du site. Donc ça veut dire que on a envie de remplacer ça par un système avec évidemment du photovoltaïque et du stockage batterie. Si je dois émettre une toute petite plainte, c'est pas facile d'obtenir les autorisations nécessaires pour environnemental et c'est compliqué. C'est compliqué. Mais je ferme on va y arriver, mais c'est compliqué. Voilà. Bon. Et puis on a aussi un enjeu de production d'hydrogène vert, où là aussi on est très motivé et on a un certain nombre de projets, en particulier d'utiliser de la biomasse pour faire de l'hydrogène vert plutôt que d'utiliser de l'hydrogène gris qui est produit aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est quelques-uns des enjeux RSE du CNES et de la Guyane. On en a aussi évidemment à Toulouse dans l'amélioration. Voilà, mais donc on a notre responsabilité classique d'industriel. Et puis évidemment, je pense qu'on a aussi un devoir d'exemplarité parce qu'on travaille aussi, et on le met beaucoup en avant, on travaille beaucoup sur les questions autour du climat et autour de l'observation de la Terre. Et donc je pense qu'à ce titre-là, on a un devoir d'exemplarité tout particulier. Il y a eu un mot aussi sur le tourisme spatial. Alors, le tourisme spatial est un sujet qui est beaucoup mis en avant outre-Atlantique, et un certain nombre d'entreprises qui veulent se lancer dans le spatial utilisent le tourisme spatial pour financer une partie de leurs activités. Je serais surpris. Enfin, c'est pas évidemment au CNES de décréter ce qui est possible ou pas possible dans ce secteur-là, mais je serais quand même surpris qu'en Europe, on ait un développement identique. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui l'opinion publique européenne serait prête à envoyer demain des astronautes faire du tourisme spatial. En tout cas, ça me semble pas être le chemin qui est pris. Le projet qui a été mentionné, Zefalto, pour le coup, est un projet qui est un projet. Alors, Zefalto est un projet sur des ballons. C'est pas des gens qui vont. Donc, on va bas. Hein, je pense qu'ils doivent être à 20 ou à 30 km. Voilà, 20 ou 30 km. Donc, c'est relativement bas. Ce qui vous permet quand même d'avoir une expérience du noir, de l'espace. Hein, donc, vous avez l'impression d'être dans l'espace. Vous n'y êtes pas, mais vous avez l'impression d'être dans l'espace. Je ne me prononcerai pas sur la qualité du déjeuner qui est servi. Voilà. Les ballons. Par contre, ce que je défendrai dans le projet, c'est que, pour le coup, les ballons ont un impact environnemental qui est un impact très, très, très maîtrisé. On n'est pas du tout dans la même logique qu'une logique d'on met quelqu'un dans une capsule et on le met sur un lanceur. Un ballon, c'est quelque chose qui est totalement réutilisé. C'est normalement un impact environnemental très, 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 très modeste et très, très faible. C'est d'ailleurs les ballons, et je pense d'ailleurs qu'il y a eu une audition, je ne pouvais pas m'y rendre, mais sur les ballons, c'est une des branches d'activité du CNES, même si en volume, en budget, c'est très modeste par rapport aux autres activités. Mais c'est tout le charme justement des ballons, c'est que non seulement ça a un impact environnemental faible, c'est aussi réutilisable, c'est-à-dire que la charge utile que vous envoyez, si vous n'envoyez pas des hommes, mais si vous envoyez une charge utile, ce qu'on fait nous aujourd'hui très régulièrement, c'est des charges utiles que vous récupérez, donc ça veut dire que les données, vous les récupérez immédiatement, vous récupérez les instruments, vous pouvez changer la manip, repartir, donc pour les scientifiques, c'est très 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 intéressant, et c'est pas cher. Ça coûte c'est très très modeste comme infrastructure, c'est compliqué à faire, mais c'est pas très très cher, et donc c'est vraiment
très intéressant. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec des ballons et on n'a pas besoin d'aller sur un lanceur pour faire ça. Et puis, ça nous est utile aussi pour calibrer tout un ensemble d'instruments. C'est aussi très utile pour les sujets de défense et on voit aujourd'hui les différents ministères chargés de la défense partout dans le monde s'intéresser de plus en plus aux ballons. Et vous avez tous en tête, évidemment, l'épisode chinois. Voilà. Des États-Unis. Donc voilà, donc Zefalto est une... Enfin, je ne sais pas à moi non plus de faire de la publicité pour une entreprise ou pour une autre. D'ailleurs, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres entreprises qui sont sur le même secteur aujourd'hui en France. Et je trouve que c'est quelque chose qui est à dissocier du tourisme spatial en général. Ce n'est pas tout à fait la même approche. Je n'ai pas parlé de JUICE et je n'ai pas parlé du JWST. J'ai pas parlé... On a de très très beaux projets européens. Effectivement, il y a eu le lancement il y a quelques mois, il y a un mois, à peu près un mois et demi, de JUICE, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne, qui est une mission absolument incroyable, qui montre là vraiment tout ce que l'Europe peut faire de bien ou de très très bien quand on arrive à travailler efficacement ensemble. C'est donc une très très belle mission vers Jupiter qui va nous permettre d'aller aussi regarder les lunes glacées de Jupiter. Et derrière la question des lunes glacées, ça veut dire essayer aussi de voir si ces lunes étaient habitables au sens astrophysique, enfin, au sens pas humainement habitables évidemment, mais est-ce qu'elles ont accueilli la vie à un moment donné, une forme de vie à un moment ou un autre, et on pourrait avoir un certain nombre d'informations intéressantes avec JUICE qui va, quand il nous enverra ces informations. Alors ça va prendre un petit peu de temps puisque le trajet pour Jupiter, c'est 8 ans, c'est ça, 8 ans, avec en plus une mécanique spatiale assez fascinante, puisqu'on utilise des effets de fronde. Donc ça veut dire que voilà, c'est une très très belle mission. Voilà, et je croise les doigts. Le lancement a été sans problème. Le lancement je vais revenir 30 secondes sur le James Webb Télescope, hein, qui est une incroyable mission, où à la fois, comme dans le JUICE, la France a fourni un certain nombre des instruments. Mais il y a aussi la question du lanceur. Je sais que de temps en temps, la question, nos partenaires européens peuvent être parfois un peu taquins sur la dualité d'Ariane Group et sur le fait que Ariane Group fait à la fois un lanceur, mais a aussi d'autres activités pour la défense. Et moi, je crois profondément qu'il y a un intérêt évidemment très fort d'avoir cette dualité dans les deux sens. Et les précisions d'injection qui sont obtenues par Ariane Group aujourd'hui sur Ariane 5, tant sur JUICE que sur le JWST. Quand on entend aujourd'hui la NASA nous redire publiquement que grâce à la précision d'injection d'Ariane 5, ils ont gagné 10 ans de vie sur ce satellite, qui a quand même coûté 10 milliards de dollars, ce qui est quand même pas complètement négligeable, c'est lié aussi aux activités duales d'Ariane Group. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est utile, mais c'est utile dans les deux sens. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête et qu'il faut probablement pérenniser. Je peut-être un tout petit mot sur la manière dont on travaille avec les États-Unis sur l'exemple de SWOT qui avait été pris. C'est une coopération. Alors en fait, tous les projets qui sont menés au CNES, sauf quelques projets défense, sont des projets qui sont menés en bilatéral ou en multilatéral. Donc c'est toujours une coopération, donc ça veut dire qu'on se met d'accord auparavant, en général avec une autre agence, pour dire, ben voilà, on va faire tel satellite, toi tu vas amener la plateforme, moi je vais amener tel instrument, éventuellement telle autre agence va amener tel autre instrument, et puis telle personne va être en charge de l'intégration de tout ça, et puis après on le lance, et puis il y a la question du segment sol. Donc il y a une répartition des rôles, évidemment bien avant. Sur SWOT, la France était responsable d'une partie des instruments et de la plateforme. Ça a été... et c'est une coopération qui est une coopération très, très, très fluide entre nos amis américains et le CNES. Donc ça veut dire qu'on a eu des soucis techniques à un moment au tout début de SWOT. Il y avait simplement des réunions en permanence, nuit et jour, pour essayer de régler les problèmes, de calibrer, etc. Cette mission va durer quand même
alors j'ai plus le chiffre en tête, 2 ou 3 ans, je crois. Donc on est encore dans une phase de recette et de calibration de la mission. Elle n'est pas encore opérationnelle, elle ne fournit pas encore les données aux scientifiques. Les images, enfin en tout cas les premiers résultats qu'on a et les images qu'on a sont au-delà de ce qu'on espérait, sont absolument incroyables. Mais c'est un petit peu tôt pour faire un bilan scientifique de ce qui a été obtenu. Peut-être un dernier mot sur la Guyane, parce que sur la question, sur le CNES peut-être, et puis après sur la Guyane. Donc, bien entendu, oui. Alors le rapport de la Cour des comptes, on a évidemment étudié attentivement. Moi, je suis plutôt intéressé par les propositions, enfin les conclusions de la Cour et les recommandations que je trouve plutôt constructives et plutôt assez positives. Évidemment, toujours des recommandations, mais enfin, je trouve que c'est un rapport que je trouve plutôt positif pour le CNES. En particulier, il est clair qu'il est mis en avant le fait que le CNES maîtrise à la fois ses projets et ses budgets, ce qui, compte tenu de la nature de notre établissement, est quand même absolument essentiel, vu les montants de subventions pour charges de service public qu'on reçoit, c'est juste absolument fondamental. Donc effectivement, un des points qui était mentionné par la Cour, c'était la question des RH et la question effectivement d'une forme de vieillissement des effectifs de la maison. J'aurais envie de dire que la réponse, elle est aussi contenue dans la question, hein, c'est-à-dire qu'on a un enjeu de faire une gestion prévisionnelle des compétences et des effectifs au sein du CNES. Ça a déjà été lancé avant même le rapport d'inspection. Une des difficultés de cet exercice, c'est que le CNES, c'est beaucoup d'argent, c'est relativement peu de personnes, hein, 2500 personnes en gros. Et ce qui veut dire qu'en fait, la plupart de nos compétences, c'est des compétences qui sont uniques ou c'est quelques personnes. C'est un nombre très, très limité de personnes qui sont compétentes sur des sujets qui sont des sujets très techniques, vraiment très pointus, quoi. Et donc, c'est ça qui fait la force du CNES, c'est la somme de ces compétences et qui sont des compétences uniques. C'est pas une équipe de 30 personnes qui travaillent sur tel type de propulseur. C'est beaucoup plus fin et beaucoup plus précis que ça. Donc c'est toute la difficulté de cette gestion des compétences et le fait qu'évidemment, quand on a une personne qui part, il faut avoir prévu préalablement la formation des précédents et le retour. Donc oui, on a plus de turnover chez les jeunes que chez les plus anciens. C'est pas spécifique, je crois, au CNES, c'est quelque chose qu'on voit aussi, c'est sans doute un effet générationnel, on en entend beaucoup parler dans les journaux. C'est aussi, je pense, quelque chose qu'on retrouve dans d'autres établissements publics similaires à ceux du CNES, dans d'autres EPIC. Oui, évidemment, on n'est pas sur les niveaux de salaire des entreprises qui sont dans le secteur. C'est vrai. Je pense que c'est vrai. C'est pas complètement nouveau non plus. Je veux dire, ça a toujours été. Il y a toujours eu un décalage. Je pense que les gens qui viennent aussi au CNES, ils ont aussi un souhait de contribuer à cette mission de service public, de travailler pour une agence, de regarder des problèmes sous des angles extrêmement divers et extrêmement variés. Donc c'est aussi des profils. Enfin, dit autrement, les gens ne viennent pas au CNES simplement comme dans une entreprise normale. Donc voilà. Je pense que c'est important, par contre, que cet écart ne s'accroisse pas. Et c'est vrai qu'il est en train de s'accroître en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a un emballement autour du spatial qui est extrêmement fort en France et en Europe. Il y a un besoin de talent. Et donc les salaires sont en train d'augmenter de manière très significative. Et donc, oui, on a un enjeu autour de ça. Voilà, et c'est un enjeu qui est contraint, puisque, comme vous le savez, ces questions-là sont très encadrées. Ça ne relève pas uniquement de la responsabilité de la direction du CNES. Très ou trop ? Très. Qui veut dire trop ? Voilà. Donc, un mot peut-être sur la Guyane. J'ai mentionné les enjeux environnementaux, etc. Il y a eu la question de est-ce que la France va perdre sa place au CSG, etc.
Donc évidemment, le CSG fait l'objet d'un certain nombre d'accords et de conventions internationales. Il y a aussi une convention entre la France et l'ESA sur ce qu'est le CSG et comment sont gérés les investissements. Je crois que le rôle du CNES aujourd'hui est très clair sur la base. C'est une base, il faut voir cette base spatiale qui est un endroit extraordinaire, très gros, hein, c'est la taille de Singapour, la base spatiale. C'est quand même un endroit très, 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 très vaste. Mais c'est un site industriel. C'est-à-dire que c'est un site industriel, il faut vraiment le voir comme ça, où vous avez tout un ensemble d'industries, d'usines, qui produisent des boosters d'un côté, qui font l'assemblage du lanceur de l'autre, qui mettent la charge utile à un troisième endroit, et puis il faut faire des gaz aussi qui vont être utilisés par le lanceur, donc il y a air liquide. Donc c'est un site industriel avec... et puis il y a plusieurs lanceurs, dont différents pas de tir, etc. C'est un site industriel. On a un rôle évidemment de coordination de ce site industriel, coordination des fluides, qui fait quoi, qui va où, etc. Et je crois qu'il est clair aujourd'hui, je ne crois pas qu'il soit structurellement menacé. Par contre, une évolution qui est en cours en ce moment aujourd'hui, c'est qu'on a été pendant très longtemps sur une base spatiale qui était exclusivement utilisée par des lanceurs de l'Agence spatiale européenne, alors qu'on voit aujourd'hui des lanceurs privés qui viennent aujourd'hui et qui veulent venir lancer sur la base spatiale. Des lanceurs privés, pour la très grande majorité européens, qui viennent de pays qui sont des membres de l'ESA, mais qui développent des lanceurs en dehors du cadre de l'ESA et qui nous disent « est-ce que vous pourriez les lancer ?» Et donc moi je pense qu'évidemment oui, il faut y aller, mais évidemment ça change un petit peu la perspective et la dynamique de la base. Et je pense que ce phénomène-là va probablement s'accentuer dans les années qui viennent. Donc voilà, je pense que je ne suis pas du tout inquiet sur le fait qu'il y ait une perte d'autonomie ou de régulation. Voilà, parce qu'il y a un cadre, il y a des accords internationaux, il y a une loi, donc je ne suis pas inquiet sur le fait que la France... Puis je crois qu'il y a une volonté très claire de la France on assume une très grande partie des coûts sur la base spatiale. Ça fait partie de... Voilà, l'accord, cet équilibre, il est autour de ça. Je pense qu'il ne sera pas remis en cause dans les années qui viennent. Peut-être un mot sur Iris Square, et après je pense que j'aurai fait le tour. Donc évidemment, oui, en fonction du calendrier, il peut y avoir un peu d'encombrement sur les lancements. Et évidemment, on tient absolument à ce que les lancements institutionnels européens soient les lancements institutionnels européens prioritaires pour nous. C'est évident. Maintenant, les satellites d'Iris Square, ils ne sont pas encore là, ils ne sont pas encore construits, ils ne sont pas encore designés non plus. Le calendrier est très très ambitieux évidemment, mais la question, tout ça va se gérer de manière dynamique, et ça c'est le travail d'Arianespace. Je pense qu'ils savent très bien faire ça. Et évidemment il y a aussi un équilibre. Il faut je crois aussi très profondément pour la France et pour l'Europe, il faut qu'Ariane 6 soit un lanceur qui ne soit pas seulement un lanceur institutionnel. Il faut aussi que ce soit un lanceur qui soit un succès spatial. Un succès commercial, spatial aussi, mais un succès commercial. Et je crois que c'est une vision qui est totalement partagée aussi bien par Martin Sion que par Stéphane Istrel chez Arianespace. C'est très très clair, et il y a un certain nombre de succès contractuels qu'il faut qu'on honore, et je crois que c'est très positif pour la France et pour l'Europe. Donc il ne faut pas négliger cet aspect-là. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme d'habitude, les auditions du CNES, les vôtres, sont tout à fait passionnantes, nous ouvrent un peu, nous permettent de regarder un peu au loin, mais pas si loin que ça. Je pense que dans ce qui n'a pas été abordé, il y a toujours des problèmes à l'intérieur de l'ESA,
voilà, de rapport de force peut-être entre les pays européens, mais ça fera l'objet probablement d'autres discussions. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Madame la Président. Présidente. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à mes collègues d'avoir résisté. Je leur demande de rester quelques instants parce qu'il y a un autre point à l'ordre du jour très rapide. Et à très bientôt. Très bien, merci encore de votre invitation. Et si je me permets juste de prolonger une invitation à l'ensemble des parlementaires, aussi bien pour visiter les établissements du CNES ou pour assister à un tir en Guyane. Préparez vos AFM. Préparez vos AFM. Merci beaucoup. Merci. Il faut le faire.